discipliné et gai. Un défilé bien millimétré pour faire ressortir la force et le dynamisme du groupe syndical. L'ambiance était au rendez-vous hier à l'occasion du 1er mai, fêté partout dans le monde comme une victoire pour les travailleurs. Une victoire de ces derniers sur les égos et la tyrannie du patronat. Une victoire qui fait du mouvement syndical une force à part entière, qui, au-delà de la défense des intérêts des travailleurs, veille aussi sur le respect par les gouvernants des principes démocratiques. Pour nombre d'analystes, cette réalité est malheureusement bien derrière nous et pour cause. Le syndicat est plus un fonds de commerce qu'une organisation pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et vous voyez la pléthore de syndicats qu'il y a et la pléthore des centrales syndicales qu'il y a. Finalement, personne ne croit à rien, les gens créent juste comme une boutique, une bagarre, elle leur appartient, mais en réalité, ils prennent des cotisations parce qu'aujourd'hui, on change les syndicats dans les salaires. Quand ils coupent les cotisations, c'est à ce moment que les gens se rendent compte de l'existence du syndicat. Mais en termes de défense des intérêts matériels et moraux, les syndicats ont disparu. Évidemment, les fonctionnaires sont à la merci en fait de l'employeur. Pour El Haj Idi Abdou, le Niger a vécu les grands moments du mouvement syndical qui se situe dans les années 90. Aujourd'hui, rien de tout ceci n'existe, si ce n'est de la démagogie et du faire valoir. Ils ont créé des syndicats pour ne pas être affectés à l'heure des années. On vous cherche dans un syndicat pour malversation ou pour faute grave, vous créez votre syndicat finalement, on est victime de notre option politique. Vous savez que c'est la même chose pour les partis politiques. Ça n'a rien à voir avec la défense des intérêts matériels et moraux. Les gens créent les syndicats comme des boutiques et ça ne sert que l'intérêt de ceux qui ont créé et qui animent le syndicat. La base est abandonnée, les militaires sont abandonnés, les travailleurs sont abandonnés. Sinon, comment vous pouvez imaginer toute cette pléthore où les gens ne peuvent pas créer une synergie d'action dès lors que c'est les mêmes travailleurs. Si c'est les mêmes travailleurs, ils ont les mêmes problèmes. Donc il n'y a pas de raison que les syndicats ne se mettent pas ensemble pour promouvoir la faute des employés. Pour l'analyse politique, il appartient désormais aux militants de prendre la responsabilité en veillant à ce que les syndicalistes reviennent aux vraies valeurs des mouvements. Tant qu'il n'y a pas à ce niveau une prise de conscience objective, a-t-il dit, le mouvement syndical nigérien aura du mal à jouer son rôle de moteur social. Le collectif des retraités a organisé ce matin un sitting au niveau de la devanture du service des pensions du quartier Nouveau Marché à Niamey. Ils exigent une solution rapide à leur situation. Plus de précision dans ce compte rendu. Et un nombre important, moral désorienté, le tout dans une déception totale que les retraités ont pris d'assaut les locaux du service des pensions du quartier Nouveau Marché ce mardi matin. À travers un collectif mis en place, le nouveau cadre des retraités a décidé de dénoncer cet état de fait. Collectif des retraités. Pourquoi le collectif des retraités? C'est parce que la situation dans laquelle vivent les retraités, elle est vraiment insoutenable. Elle se divise en 4 situations, en 4 catégories. Premièrement, il y a des retraités qui ont 4 mois de pension, il y a des retraités qui ont 3 mois de pension, il y a des retraités qui ont 2 mois de pension et il y a des retraités qui ont 0 mois de pension. Et par rapport à cette situation, nous ne voulons rien, nous ne voulons que de nous donner nos droits et qu'il y ait équité dans les paiements de la pension. C'est ça que nous voulons. Vraiment, trop c'est trop. Si vraiment c'est un problème qu'il y a entre les services du ministère des Finances, il faut que le ministre des Finances interpelle ces démembrements-là pour qu'il y ait une certaine clarté des choses. On ne peut pas continuer à vivre. On sait très bien qu'aujourd'hui, la famille des retraités est vraiment endeuillée. Depuis des mois, la situation des retraités à travers le pays n'a pas véritablement changé, malgré plusieurs actions menées auprès de qui de droit.
Il demande par ailleurs l'implication du président de la République pour une solution définitive à cette situation qui a trop duré et qui met en danger la vie de plusieurs pères de famille retraités. Et puis l'invité des 5 dernières minutes de ce soir recevra donc M. Haruna Amadou Moïga, coordinateur du comité Union Tillabéri. Avec lui, Abdurrahman Younoussa, il sera question par rapport à la récente déclaration des ressortissants de la région de Tillabéri, mais aussi de la situation sécuritaire dans la région. Enfin donc de cette édition. Le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES a organisé ce matin une journée de partage des résultats de 5 investigations par rapport à la COVID-19 où l'éducation du patient et la représentation du trophée décerné par l'Organisation ouest-africaine de la santé au CERMES. Boubacar Amadou et Siraj Mama. À travers cette cérémonie, le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES présente 2 événements qui honorent l'Institut. Le premier concerne l'ouvrage que vient de publier Dr Maman Abdou Oumarou avec ses différents collaborateurs conduites en 2020 et 2022. L'ouvrage réunit 5 études empiriques sur le Covid-19 où l'éducation du patient et s'inscrit dans un programme dénommé Contribution des sciences humaines et sociales et la compréhension des épidémies au Niger. Une première qui a concerné une enquête CAP, connaissances, attitudes et pratiques préventives. Une deuxième qui a concerné une étude qualitative sur les expériences par rapport aux tests et aux dimensions sociales. Une troisième qui a concerné le phénomène de l'hésitation vaccinale. Une quatrième qui a documenté l'expérience du dispositif national de gestion à travers le rôle qu'ont joué les différents experts à la fois du ministère, des professionnels de santé dans les hôpitaux, du CERMES, etc., dans la gestion de cette pandémie. Et enfin, une 5e étude qui a largement porté sur ma thèse de doctorat, qui porte sur l'éducation du patient. Cette étude a été coordonnée par le professeur Olivier Las-Vergnas avec le soutien financier de l'ambassade de France. Ce recueil, le premier du genre, cadre avec les missions du CERMES, d'où l'importance de son partage. La recherche se trouve au cœur du métier au niveau du CERMES. C'est vrai, c'est bien et c'est bon de produire des résultats scientifiques pour soutenir des doctorats, pour avancer à grade, pour être des professeurs titulaires ou agrégés, mais il faut les diffuser. Et encore mieux, il faut les transformer en stratégie d'outils d'aide à la décision. Donc c'est la nouvelle vision, monsieur le ministre, du CERMES, transformer ces résultats en outils d'aide à la décision. Et c'est ce qui d'ailleurs justifie l'activité d'aujourd'hui. Cette journée a pour but de partager les résultats de ces recherches et les discuter ensemble pour une meilleure compréhension et appropriation. Spécifiquement, cette activité vise à présenter une après une les études réalisées, discuter sur les principaux résultats, recueillir les retours des différents acteurs invités, faire la visibilité sur les activités de recherche menées par le CERMES. Le second événement est le trophée qualité de l'Organisation ouest-africaine de la santé. En effet, sous l'impulsion de la directrice générale du CERMES, professeur Sabo Hawasseni, des progrès importants ont été réalisés ces dernières années dans l'amélioration de la qualité de prestation des laboratoires du CERMES qui ont été reconnus par l'OOAS qui a décerné une médaille au CERMES lors de la 3e réunion annuelle du réseau régional des laboratoires de référence tenu à Praia en Cap-Vert du 17 au 19 avril 2023. Ces faits démontrent combien le CERMES est plus que jamais résolu de demeurer un centre d'excellence au service du développement du Niger. Début ce matin sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves de l'éducation physique et sportive BPC session en 2023. Cette année au plan national, ils sont plus de 140 000 candidats et dont plus de 35 000 candidats pour le compte de la région de Niamey. D'autres précisions dans ce constat. Un temps favorable et moins chaud que les candidats aux examens des épreuves de l'éducation physique et sportive ont passé la première séance des disciplines sportives. Ces premiers candidats qui ont déjà franchi à certaines disciplines se rassurent de la suite
et garde espoir. Ça a bien commencé. Au début, bon, on arrive à se mettre sur nos pattes parce que, à vrai dire, depuis, on a commencé à 7h. Maintenant, 8h55, ça va aller. Bon, ça se pourrait, c'est le dernier groupe ou avant-dernier groupe qui va passer. Bon, soit en hauteur. Soit en hauteur. Demander le saut en hauteur. Bon, j'étais le premier, quoi. J'étais le premier, quoi, à passer. Inch'Allah, ça va aller. Ce matin, on est là pour faire les brevets sportifs. On a bien débuté jusque-là. Et rien de mal, rien ne s'est passé. Et la vitesse, puis après, les sauts en longueur. Et puis la gymnastique et le poids. Ici, au centre terrain musulman de Niamey, selon le président du jury, tout se déroule comme prévu. Vraiment, on a démarré dans de bonnes conditions. Il n'y a eu aucun problème quand même. Les épreuves sont en train de se passer normalement. Ah ouais, les ateliers, vous voyez, il n'y a aucun problème. Nous avons 1358 candidats. Voilà. Avant, mais l'appel à l'endroit des candidats, c'est d'être disciplinés, de rester faire passer leur examen comme ça se doit. Ouais. Que de chômer ou de s'absenter. Les épreuves de l'éducation physique et sportive constituent les premières épreuves des examens du BPC session 2023. Les épreuves écrites se dérouleront le 13 juin prochain. Pour l'édition 2023, à Niamey, ce sont 35 693 candidats avec un total de 275 examinateurs. Et puis, dans le cadre de ces séries d'activités, le PNUD a organisé ce matin une journée d'échange par rapport à ces activités. Cette activité a vu donc la participation de plusieurs acteurs et partenaires du secteur. D'autres précisions avec Balma Brema. Il s'agit pour les participants venus d'horizons divers de mettre en place un système d'opérationnalisation du document pour le Niger, CDP. Un document élaboré pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Le Niger est accompagné dans ce plan quinquennal 2023-2027 par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un programme pays qui s'articule autour de deux grands axes. Les deux piliers programmatiques, transformation du monde rural et gouvernance, stabilisation, paix et sécurité, ce sont les piliers autour desquels s'articule une série d'interventions. Les interventions visent à aider à mettre en œuvre le PDS dans sa quintessence en matière de réforme structurelle, intervention programmatique sur le terrain pour faire en sorte que la paix, la sécurité et la stabilisation des zones de vulnérabilité soient améliorées. Pour sa mise en œuvre, le Niger a besoin de 167 millions de dollars, dont 47,5 sont déjà acquis selon Eloi Kwadjokat du PNUD. Cependant, d'autres sources de financement sont aussi envisagées. Et nous sommes en train de développer des partenariats innovants dans le cadre de la ZLECAF, notamment avec le ministère du Commerce, pour faire en sorte que toute la zone des frontières, notamment des 3 frontières, avec des programmes transnationaux, on puisse avoir une capacité de rassurer les communautés pour qu'elles puissent développer des activités génératrices de revenus et un commerce intra-régional qui permette de stabiliser la mobilité des populations et les stabiliser pour que l'immigration, tout ce qu'on a comme déplacement inapproprié de la jeunesse soit estompé. En amont de cet atelier, c'est le ministre nigérien du Plan et la directrice régionale Afrique du PNUD qui ont eu à signer ce document important pour le Niger. C'est un document extrêmement important parce que c'est un document qui vient appuyer les autorités, disons les autorités du Niger dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social. Ce document est tellement important que lors de son lancement, c'était le ministre du Plan et la directrice régionale du PNUD qui ont co-présidé l'événement pour montrer vraiment l'importance du document. Pendant cet atelier de 3 jours, les participants vont aider le Niger et son principal partenaire que le PNUD à rendre opérationnel ce document pays pour les 5 prochaines années, ce qui va renforcer le programme de développement économique et social
PDES 2022-2026. Place à présent à votre rubrique, l'invité des 5 dernières minutes de ce soir qui reçoit donc M. Haruna Amadou Maïga, coordinateur du comité Union Tillabéri. Avec lui, Abdourahmane Inoussa, il a été donc question par rapport à la récente déclaration des ressortissants de la région de Tillabéri, mais aussi de la situation en sécuritaire dans cette région. Très bonne réception. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'invité des 5 dernières minutes aujourd'hui est M. Haruna Amadou Maïga, coordinateur du comité Union Tillabéri. Monsieur Haruna Amadou Maïga, bonsoir. Oui, bonjour. Monsieur Haruna Maïga, pourquoi votre comité, dit comité Union Tillabéri, a rendu public une déclaration le samedi dernier? Le comité, d'abord, je dois rappeler, a été créé suite à l'insécurité que tout le monde sait que nous observons dans la région de Tillabéri. Sur toute l'étendue de la région de Tillabéri, il y a l'insécurité sur les 13 départements que compte la région de Tillabéri. Il y a peut-être qu'on peut observer beaucoup plus dans certains plus que les autres. Voilà, donc puisque nous avons créé ce comité pour apporter notre contribution en termes de réflexion, en termes d'information. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a du nouveau, par exemple, de notre point de vue, il est important et s'avère nécessaire de communiquer à travers justement une déclaration pour informer l'opinion nationale et internationale de comment évolue la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Monsieur Maïga, vous dites à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Or, on le sait, la situation sécuritaire n'est pas nouvelle dans la région de Tillabéri. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette fois-ci qui a motivé votre déclaration? Vous n'êtes pas sans savoir que dans la région de Tillabéri, pratiquement tout le monde a décrié la présence des forces étrangères, en particulier les forces françaises. Et je vous informe que je rappelle que le 21 ou le 27 novembre 2021, les jeunes de Terra ont intercepté le convoi militaire français qui venait du Burkina Faso et ce que ça a donné, vous le savez tous, il y a eu morts d'hommes et des blessés graves, etc. etc. Alors voyez-vous, juste ce convoi passé et les jeunes ont refusé même le passage. Alors, mais contre toute attente, on vient d'installer une base militaire française donc à Terra. Cela démontre que les autorités, quelque part, elles sont complices comme nous le disons, parce que ça vient de se concrétiser. Donc il faut que l'opinion nationale et internationale sache. Parce que ça s'est passé, en tout cas, d'une manière rocambolesque, on va dire, puisqu'à un moment, on a coupé la région où le département de Terra est alentour de réseau, et c'est la nuit, tout feu éteint, que les véhicules se déplacent pour aller décharger le matériel. Monsieur Maïga, comment est-ce que vous détenez ces informations? Est-ce que c'est vous-même ou les membres de votre comité qui se sont déplacés là-bas physiquement à Terra, ou bien c'est par ouï-dire? Monsieur Abdourahmane, notre comité a des répondants dans les 13 départements et certaines communes de la région de Tillabéri. Donc tout ce qui se passe, nous avons les informations. Du reste, on n'a pas besoin de se déplacer pour savoir ce qui se passe. Mais pourquoi nous avons les informations de ce qui se passe dans le reste du monde? C'est à travers les médias, c'est à travers d'autres canaux d'information. Nous avons nos canaux d'information qui nous font remonter, j'allais dire, les informations de ce qui se passe sur le terrain. Ce que l'on sait officiellement, M. Maïga, c'est que il a été créé une nouvelle zone militaire, la 9e zone, semble-t-il, dans cette sous-région de Terra. Et ce n'est pas la création d'une base militaire française. Le décret portant création de la 9e zone militaire
c'était le mois, si je ne m'abuse, le mois de février ou mars. Donc c'est sur papier. Et pour installer une base de cette envergure, ce n'est pas moins de 2 ou 3 ans. En tout cas, il faut du temps pour le faire. Ce n'est pas, quelle que soit la volonté qu'affichent les autorités, cette 9e zone n'a pas vu le jour. Elle a vu le jour sur papier. Ça, tout le monde est d'accord. Vous-même qui posez la question, vous savez qu'elle n'est pas, elle est fictive, elle est sur les papiers. Nonobstant cette décision prise par l'État, n'est-ce pas, il n'en demeure pas moins que ce qu'on vous dit là, c'est ça, la base militaire française est bien réelle à Terra. Une base militaire française, dites-vous, à Terra, selon vous, à quelle fin? À quoi elle peut servir cette base militaire? Posez-vous vous-même la question. Dans tous les cas, aujourd'hui, on parle, tout celui qui parle, en tout cas par rapport à l'insécurité, on parle des 3 frontières dans la zone. Et aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons dans la région de Tillabéri, c'est la zone où il y a beaucoup plus d'atrocités, beaucoup plus d'attaques. Maintenant, on peut positiver, si vous voulez. Si cette base installée là-bas, c'est pour venir en renfort à nos FDS, combattre l'ennemi dans la zone, nous sommes preneurs. Mais on se rappelle encore, puisqu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a 9 ans que ces bases françaises-là étaient au Mali. En 9 ans, l'insécurité n'a fait qu'avancer. Il n'y a pas eu de recul. Et je dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Votre comité Union Tillabéri estime parler au nom de toutes les populations de la région de Terra. Alors aujourd'hui, au moment où nous parlons, comment est-ce que vivent, pas de Terra, de Tillabéri, excusez-moi, au moment où nous parlons, comment vivent ces populations de Tillabéri? Au moment où nous parlons, ça c'est trop dur de me demander comment ils vivent. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, la piscose là a gagné tous les villages. À la moindre incartade, au moins bruit, tout le monde cherche à se cacher. Voilà la réalité sur le terrain. Les gens, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Les gens n'ont plus confiance à qui que ce soit. Parce que devant les FDS et autres, là, il y a des attaques, on les informe. Il n'y a rien qui se passe, on emporte les animaux. Donc aujourd'hui, les gens sont sur le qui-vive. Ça, c'est la réalité qui est sur le terrain. Parce que ces bandits, ils leur tombent dessus à tout moment. Et souvent, au vu et au su de tout le monde, ils viennent même jusqu'à donner des ultimatums pour que les gens quittent leurs villages ancestraux, auquel cas ils vont faire ce qu'ils vont faire. Sauf que M. Haruna Mega, le discours officiel n'est pas celui-là. Le discours officiel, c'est plutôt que tout va bien dans tout le pays, c'est l'accalmie sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans la région de Tillabéri. Monsieur Abdraman, le discours officiel, vous dites, nous connaissons tous le discours officiel. Le contenu du discours officiel, souvent, c'est en déphasage avec ce qu'il y a sur le terrain. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accalmie. Est-ce que l'accalmie veut dire que c'est fini? Ça veut dire que quelque part, on observe la baisse d'intensité, la baisse des attaques. Mais ces gens-là, leur mode opératoire a été toujours comme ça. Quand ils font des frappes d'un côté, ils se font oublier. Des semaines après, ils réagissent. Mais nous voulons bien que le discours officiel soit une réalité. Mais nous avons des informations que ce n'est pas le cas. Mais il faut reconnaître que, tel qu'on l'a connu, par exemple, il y a des mois, ça a diminué d'intensité. Si c'est de cela que vous voulez parler comme accalmie, oui, nous voulons être honnêtes et sincères pour reconnaître ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, tout comme ce qui n'est pas le cas. Nous avons le courage de le dénoncer et de le fustiger. Alors, aujourd'hui même, mardi 2 mai 2023, l'Assemblée nationale est en train, si ce n'est déjà fait, d'adopter une nouvelle prorogation de l'état d'urgence dans les régions de Difa et dans certaines localités de Tawa et dans presque tous les départements de Tillabéri. Ce dispositif existe depuis longtemps. Est-ce qu'il est encore efficace selon vous? L'état d'urgence, depuis qu'on l'a
décrété la première fois à ce jour, ça n'a apporté aucune réponse. Je dis bien aucune réponse. Sinon, ça fait plus de 3 ans, 4 ans qu'on ne fait que renouveler ou reconduire, si vous voulez, l'état d'urgence. Mais sur le terrain, on ne voit rien de positif ou ce que l'état d'urgence a apporté comme changement. Le contenu de l'état d'urgence, si les FDS qui sont sur le terrain, ou bien les responsables administratifs et autres, je veux parler des préfets, des gouverneurs, tout ça, pour le cas de Tillabéri, il faut dire le gouverneur, ils ont des larges pouvoirs leur permettant de faire beaucoup de choses. Mais je vous dis que ça ne se fait pas. C'est pour ça, aujourd'hui, dans l'état d'urgence, il y a l'interdiction des motos pour circuler. Et ces gens-là qui viennent tuer, c'est en moto. On les voit, on ne fait rien. Le fait d'interdire la circulation des motos, ça a mis à plat certaines zones, parce que c'est à travers ces motos-là qu'ils exercent un certain nombre de transactions commerciales, etc., etc. Donc bon, ça c'est le pouvoir de l'État. Il peut faire ce qu'il veut, même si on lui dit que ça ce n'est pas bon, il n'écoute pas le peuple. Mais en tout cas, il faut s'arrêter à un moment pour faire la situation. Des pratiques, M. Mega, que vous ne cessez de dénoncer, votre comité en tout cas, depuis qu'il existe, c'est les ultimatums lancés par les terroristes aux populations de certains villages de la région de Tillabéri pour leur demander de quitter leur village. C'est le prélèvement de zakat, de dîmes ou d'impôts, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, quelle est l'ampleur de ces pratiques dans la région? D'abord, pour les délais qu'il donne l'ultimatum, je crois que le dernier en date, c'est ce que vous savez, ce qui est arrivé à Tégué, dans la zone de Goro, je crois. Après ça, il y a eu, mais je crois qu'ils n'ont pas mis en exécution leurs menaces. Maintenant, pour ce qui est de la dîme, la zakat, là, tout le monde sait les conséquences que cela a apporté. Les gens payent l'impôt. Aujourd'hui, l'État est réticent de demander l'impôt à ces populations-là, parce qu'à lieu et place de l'État, ce sont les bandits-là qui viennent prendre l'impôt. Et lorsque vous ne payez pas, vous savez ce que vous attend. La zakat, ils ont prélevé jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas sur quoi prélever. Malgré tout, on n'a plus d'animaux, on n'a rien, malgré tout, ils viennent avec leurs armes dire qu'on vous donne tel jour, n'est-ce pas, pour payer tel montant. Et les gens font tout pour le faire, auquel cas, vous savez ce qui vous attend. Monsieur Mega, ce qu'on constate aussi, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est sûr que vous les consultez de temps en temps, ces réseaux sociaux. Donc les commentaires sur les réseaux sociaux le démontrent aisément, c'est que toutes ces activités de votre comité n'ont, semble-t-il pas, l'appui ou l'adhésion des grandes personnalités politiques de la région, des grandes personnalités d'autres secteurs, notamment la société civile, des leaders d'opinion, entre autres, n'adhèrent pas tout à fait aux actions de votre comité. Est-ce que c'est une désaffection par rapport à votre comité, proprement dit, ou bien la raison se trouve ailleurs? Vraiment, Abdraman, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est un constat, mais nous ne pouvons rien faire. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons une activité et nous utilisons les canaux d'information pour dire à l'ensemble des ressortissants, voilà ce qui va se passer à tel jour, telle heure, à tel endroit. Maintenant, on ne peut pas faire le gendarme derrière les gens. Celui qui veut, il vient et on fait avec ceux qui viennent. Celui qui ne vient pas, dans tous les cas, il est concerné. Aujourd'hui, ces responsables que vous dites, la politique et autres là, ils sont plus emmerdés que nous autres. Parce que eux, ils sont visibles, personne parmi eux, même pour aller, ceux qui ont les moyens, il faut qu'on les escorte, etc., etc. Alors, une des affections de notre comité, je ne sais pas, moi je n'ai pas de réponse à ça. Toujours est-il que nous sommes en train de faire notre petit bout du chemin, nous communiquons et nous ne pouvons travailler que ceux qui viennent, Abdraman. Monsieur Mega, il y a un an, des assises ont été tenues à Tillabéri, ville même.
Et un mémorandum a été rédigé à l'issue de ces assises sur la paix dans la région de Tillabéri. Aujourd'hui encore, les recommandations issues de ce mémorandum ne sont pas ou n'ont pas été mises en œuvre. Finalement, qu'est-ce que vous préconisez pour mettre un terme, un temps soit peu, à cette situation d'extrême insécurité que vivent les populations de Tillabéri? Ce n'est pas le forum qui va mettre fin à l'insécurité. Le forum, c'est un cadre de réflexion pour prendre justement des résolutions et recommandations. L'exécution ou la mise en œuvre de ces résolutions et recommandations, c'est du ressort des pouvoirs publics. Et nous les avons fait savoir au pouvoir public. Et le pouvoir public devrait en prendre en compte pour faire un chronogramme d'exécution. Il n'a pas fait. Donc, encore une fois, il y a des lacunes de part et d'autre. Il y a des lacunes de part et d'autre. Moi, je vais vous prendre un seul élément des recommandations. N'est-ce pas? Nous avons demandé, puisqu'il y a eu des recrutements des jeunes des terroirs pour Tawa, Tillabéri et Difa, en 2020, août 2020, il y a eu cette opération de 500 jeunes de ces trois régions. Mais après, Difa et Tawa ont bénéficié d'autres recrutements. Tillabéri n'a pas bénéficié. Une question de conscience, d'équité, d'égalité, de justice. Nous avons demandé aux autorités d'aligner Tillabéri sur la même ligne, si vous voulez, excusez-moi de dire ça, que les autres régions. On ne l'a pas fait. Mais pourquoi? Donc, en tout cas, nous n'avons pas baissé les bras par rapport à ce qui a été fait à Tillabéri. Je pourrais parler du forum. Nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer parce que les bandits, eux, ils n'attendent pas. Monsieur Aruna Modoumega, merci. Je vous remercie aussi. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée. Au revoir.